quatrième et dernière de nos tables rondes organisées dans le cadre de ce webinaire de l'ARACT, conflictualité et médiation au travail. On va, dans quelques minutes, s'intéresser tout particulièrement à un autre dispositif, puisqu'on en a vu quelques-uns, en particulier celui de la médiation. On va s'intéresser à un autre dispositif, le dispositif à réseau, mis en place donc à travers le réseau de l'ANACT, de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, par les ARACT, les agences régionales. Ce sera dans un instant, mais je voudrais tout d'abord retourner un peu à la fois au Québec et dans l'Hexagone. Vous avez Marc Deluzet et Dominique Lemieux suivis depuis le début, tout ou partie de ce webinaire. Vous connaissez, vous êtes vous aussi bien évidemment confrontés au quotidien à cette question des conflits et de leur résolution. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu quelles sont vos propres expériences, quels sont vos outils. On a présenté tout à l'heure avec ce dispositif des médiations un dispositif innovant et créé, pensé, conçu ici, d'abord en Martinique et puis maintenant en Guadeloupe. Est-ce que vous avez, tout d'abord, peut-être vous, Dominique Lemieux, au Québec, est-ce que vous avez vous-même des outils, des méthodes, des techniques particuliers ou particulières en matière de réamorçage du dialogue social, puisqu'on l'a dit depuis le début, le conflit, c'est d'abord l'expression d'un manque ou d'un déficit de dialogue social. Effectivement, avant d'aller dans le après-conflit, puis je tiens à réitérer l'importance du post-négociation. À chaque fois qu'il y a des relations de travail tendues, à chaque fois qu'il y a des lacunes dans la communication, c'est toujours un terreau fertile pour les disputes. C'est toujours un terreau fertile pour les conflits de travail. Donc, c'est important de regarder avant une négociation dans le but de désamorcer. Au Québec, on a par le service de conciliation, médiation du gouvernement, on offre des services de médiation, mais surtout aussi de comment ramener des bonnes relations de travail après un conflit. Mais il faut que les deux parties soient d'accord. Donc, si une ou l'autre des parties veut réamorcer un dialogue social, veut réamorcer de bonnes relations de travail, il faut que la deuxième partie soit en accord. Donc, pour nous, c'est un peu utopique. Ça nuit à la relance, mais on a quand même quelques bonnes pratiques dans le passé où on a eu des longs conflits avec des multinationales. Si on prend exemple, on a eu un très long lockout avec Rio Tinto au Québec, où ce que peu de temps après, autant l'employeur que le syndicat, on s'est mis ensemble pour trouver des nouvelles pratiques. Puis je vous dirais que quelques mois après un conflit qui a duré 6 mois quand même, quelques mois après, on était capable de mettre en place conjointement des nouvelles mesures afin de favoriser le dialogue local, mais aussi à plus haut niveau. On a mis sur pied un steering committee qu'on appelle à l'échelle internationale où les plus hauts dirigeants syndicaux ont des discussions avec le management de ces multinationales-là. Donc, c'est vraiment une façon qu'on a de faire en sorte qu'un conflit comme ça arrivera plus jamais. Donc, c'est un peu ce que le ministère nous offre. Puis je dirais aussi en prévention, ce qu'on a pu constater, je vous parlais tantôt de la longueur des conflits de travail. On observe aussi au Québec la longueur des conventions collectives qu'on négocie. Moi, au Québec, il n'est pas rare de voir des conventions collectives de 5 ans, de 6 ans, d'une durée de 5 ans, 6 ans, voire un peu plus. Donc, c'est sûr que ça favorise pas le dialogue. Souvent, les acteurs changent. On négocie une convention collective. Les acteurs syndicaux changent. Les acteurs patronaux changent eux aussi. Puis on est dans ce qu'on appelle un atelier fermé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à part faire des griefs, à part aller à l'arbitrage, à part se faire entendre devant les tribunaux. C'est plus difficile de favoriser le dialogue social. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand les conventions collectives sont plus longues, il risque plus d'avoir de conflits parce qu'on est un très
un très long moment sans qu'on puisse échanger. Quand on voit des conventions collectives de 3 ans, exemple, on a la chance plus souvent de se parler, puis ça fait en sorte qu'il y a moins de conflits aussi à toutes les fois qu'on renouvelle nos conventions collectives. On a, nous, ici au Québec, des dispositions légales contre ce qu'on appelle les SCAB, les travailleurs de remplaçants. C'est illégal au Québec, pendant qu'il y a un conflit de travail pour l'employeur, d'utiliser des travailleurs de remplacement. Donc, quand il y a un conflit, ça fait mal des deux bords. Autant les travailleurs se privent de revenus, se privent de salaire, mais autant l'employeur aussi va se priver de perte de production. Donc, pour nous, ça fait en sorte d'éviter des conflits de travail parce qu'il y a un rapport de force qui s'exerce également des deux côtés. Mais après un conflit, mis à part le dialogue, mis à part les ressources que le gouvernement du Québec peut mettre sur place, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'outils. Ça incombe sur les deux parties à vouloir régler. Puis heureusement ou malheureusement, après un conflit, souvent c'est là que les deux parties, autant syndicales que patronales, se rendent compte qu'il y a eu des lacunes, puis qu'on doit se parler pour faire en sorte que ces lacunes-là réapparaissent pas dans une prochaine négociation de convention collective. Merci Dominique. Dominique Lemieux, vice-président du syndicat des métallos, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis la belle province. Marc Deluzet, vous êtes, vous, délégué général de l'Observatoire social international. Je voudrais que vous nous disiez si, au niveau international, puisque vous avez ce point de vue, ce regard, ce recul et cette hauteur, ce que l'on dit ici sur les conflits, ça se retrouve un peu partout? Alors, ce que vous dites, oui, bonjour à tous, et puis merci de me proposer d'intervenir. Oui, ce que vous dites a des résonances et se passe ailleurs dans le monde. Après, ce qu'il faut bien mesurer, enfin, je crois que je pourrais insister là-dessus dans ce que j'ai à vous dire, c'est que le dialogue social n'est pas, dans un pays donné, n'est pas quelque chose qui est hors sol, c'est-à-dire qu'il dépend beaucoup de la culture du pays. Et donc, effectivement, on peut constater que suivant les pays, suivant les régions dans le monde, on a des formes de dialogue social et des formes de conflit qui sont différents. Alors, on est, de ce que j'ai entendu, même si tout n'a pas été décrit, mais on est, y compris par rapport à la métropole, dans des choses communes, dans un système de dialogue social qui est différent suivant qu'on est dans des petites entreprises. Hein, ça a été souligné. Est-ce que l'employeur, finalement, il considère que l'entreprise, c'est quelque chose qui lui appartient, ou est-ce qu'on est dans plutôt une grande entreprise, et à ce moment-là, on a dans l'idée que l'entreprise, c'est aussi une communauté humaine, où il y a à la fois des gens qui apportent des financements, des investisseurs, donc des actionnaires, et puis, pardon, excusez-moi, et puis, donc, et donc, suivant la taille de l'entreprise, l'État a lui-même un rôle à jouer, hein, c'est-à-dire que on est en France dans un système où il y a un jeu à trois avec des employeurs, des organisations syndicales, mais également l'État qui intervient aussi par une législation qui est très importante, hein, et qui pousse les acteurs à tenir compte de cet aspect-là et d'avoir finalement d'intervenir auprès de l'État pour faire valoir leur propre point de vue. Donc ça, c'est une culture dans laquelle nous sommes et qui finalement a de l'importance pour les acteurs qui interviennent. Si nous prenons par exemple dans une autre région, plutôt en Europe du Nord, le modèle danois, historiquement, il y a plusieurs siècles, les partenaires sociaux, enfin l'histoire du pays a conduit à ce que la législation sociale, quasi exclusivement, soit produite par les partenaires sociaux. C'est-à-dire que ce qui concerne les conditions de travail, ce qui concerne la législation sociale, et la plupart des choses, la protection sociale,
tout cela est négocié directement entre la Confédération syndicale LO et l'organisation des employeurs au niveau national et avec des déclinaisons par branche. Donc là, l'État ne joue aucun rôle. Donc, il ne peut pas être appelé, je dirais, en roue de secours d'un côté ou de l'autre. Et ça pousse les acteurs, effectivement, à passer des compromis, à se mettre d'accord, parce qu'il n'y a que seuls qui peuvent trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, je pense que ça, c'est important de prendre en compte cet aspect de culture qui est sur longue période. Et donc, quand on fait des comparaisons internationales ou quand on imagine qu'on va pouvoir finalement transposer d'un continent sur l'autre, d'un pays à l'autre, des systèmes, c'est pas du tout évident parce que en fait derrière il y a tout un environnement sociétal, culturel, de culture sociale qui est différent. Alors, autre chose qui me semble important, c'est que si on veut, et donc si on se limite au territoire français, il y a des situations très différentes qui résultent là aussi d'histoires assez longues de modes de dialogue social qui sont acquises dans des entreprises. Pour faire évoluer, on peut faire évoluer une culture de dialogue social, mais je crois que ça a été abordé par M. Tudrose, cela demande du temps, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on décide immédiatement. Ça nécessite d'être deux, hein, dans le dialogue social, il y a dialogue, donc il y a deux parties, voire plus si d'autres interviennent, mais il faut donc que les deux s'engagent, et donc il y a une nécessité d'engagement de part et d'autre, hein. Je crois que M. Tudrose l'a dit, les employeurs peuvent y être réticents parce qu'ils abandonnent une part de pouvoir. Les représentants des employés et des salariés peuvent y être réticents aussi parce que d'une certaine manière, quand on s'engage du dialogue, on abandonne une part de souveraineté et on négocie un accord, il a une certaine durée, on ne peut pas le remettre en cause le lendemain, les conditions changent. Donc, si vous voulez, on se lie un petit peu les mains quand on fait du dialogue social, mais en même temps, c'est le moyen d'avoir du progrès et les deux parties, finalement, ils progressent, hein, ils trouvent leur compte. Et puis, il y a des questions de représentativité aussi, parce qu'il faut pouvoir engager suffisamment de personnel, d'employés qui vont y trouver leur compte et ça a été abordé, hein, est-ce qu'il y a les grévistes, les non-grévistes, et donc dans des dispositifs de négociation collective, il y a qui va profiter finalement des avantages quand c'est négocié au niveau de l'entreprise. Vous voyez, par exemple, on négocie actuellement du télétravail. Il y a beaucoup de salariés qui ne sont pas en télétravail, qui n'ont pas la possibilité de travailler parce que c'est pas sur les conditions ne sont pas réunies par rapport à leur poste de travail ou à leur fonction dans l'entreprise. Et de ce fait-là, ils ne vont pas bénéficier de ce que va pouvoir bénéficier des employés qui vont faire du télétravail. Et donc, tout cela compte aussi et joue dans la dynamique de dialogue social. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Merci Marc Deluzet, délégué général de l'OSI, l'Observatoire social international. À présent, retrouvons Richard Abadi. Richard Abadi, c'est le directeur général de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Bonjour Richard Abadi, vous êtes avec nous? Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous Richard. Je voudrais qu'on évoque avec vous, on parle donc ce matin du dialogue social et du conflit, je voudrais qu'on évoque avec vous la place justement que représente ou l'importance du dialogue social en termes de conditions de travail et d'amélioration du dialogue social pour améliorer les conditions de travail. Les deux sont liés. Le dialogue au sein de l'entreprise, c'est un marqueur en quelque sorte de la qualité des conditions de travail, c'est ça? Oui, tout à fait. Hein. Si je pars de l'expression même, hein, que vous avez utilisée dans l'intitulé de la table ronde, on peut considérer que le fait d'investir plus particulièrement le champ des conditions de travail est un outil efficace de réamorçage du dialogue social
tant au sein d'une organisation, hein, qu'elle soit privée ou publique, voire même au sein d'un territoire. On pourrait se dire pourquoi, mais parce que de notre point de vue, en tout cas, c'est une opportunité majeure de développer une véritable pratique du dialogue social autour de sujets concrets et potentiellement consensuels, il faut se le dire aussi, et surtout de porter une pratique qui aille au-delà des intentions et qui dépasse les postures, hein. Monsieur Tuderos parlait tout à l'heure de faire tomber les représentations, et il se trouve que de notre point de vue, en tout cas, les sujets des conditions de travail offrent pas mal d'opportunités par rapport à cette volonté de faire tomber les représentations. Pourquoi? Parce que dans ce cadre-là, il s'agit de discuter du travail, hein. Quand je parle du travail, c'est du contenu même du travail et de sa nature, hein, les activités ou tâches à réaliser, les façons de les réaliser. Finalement, tout ce qui fait que le travail a un sens et qui contribue à la réalisation de services ou de produits de qualité. Il conduit aussi ce dialogue social à parler des conditions dans lesquelles il s'exerce, hein, notamment en lien avec les modes de management et de coopération qui sont portés dans l'entreprise, et puis de discuter des transformations qui sont à l'œuvre dans les entreprises, et elles sont nombreuses aujourd'hui, hein, transformations qui sont liées à des orientations stratégiques qui évoluent, mais aussi à des systèmes de production qui évoluent et qui ont quasi systématiquement des conséquences sur le contenu du travail et ses conditions de réalisation. Donc, pour le dire autrement, finalement, nous, on considère que le dialogue social est l'espace qui permet de promouvoir ou d'ajuster des organisations qui soutiennent le double enjeu de qualité de vie au travail, d'une part, et de qualité de production ou des services rendus, parce qu'il permet de trouver des compromis entre des intérêts qui sont différents entre les acteurs du monde du travail. Voilà. Si je devais dessiner, esquisser rapidement, hein, les leviers, en tout cas, qui permettent d'engager une telle dynamique, moi, je souhaiterais insister sur trois leviers, hein. Premièrement, la capacité de mobiliser des ressources dédiées, hein. Et donc ça appelle notamment d'avoir une représentation institutionnelle, hein, suffisamment configurée, formée aux méthodes de concertation, de médiation, on l'a vu dans la précédente table ronde, ou encore de négociation, hein, des personnes dont les compétences soient reconnues et soutenues, hein. Ce qui implique de travailler dès le stade de la formation initiale, notamment des futurs managers, employeurs, mais aussi représentants du personnel, hein, pour intégrer dans ces cursus de formation des éléments concernant le dialogue social, mais aussi professionnel, je le développerai tout à l'heure, et surtout de porter une approche décloisonnée des enjeux économiques et sociaux auxquels sont confrontées les entreprises. Et donc ça, de notre point de vue, c'est un premier levier. Le deuxième levier, qui nous paraît important, par le prisme, en tout cas, des conditions de travail, c'est que les personnes disposent d'un socle de connaissances et d'informations de qualité. Et je pense là à la qualité, à la clarté, voire à l'opérationnalité, en tout cas, des connaissances ou des informations qui sont mises à disposition des acteurs du dialogue social, et voire qui sont élaborées avec ces acteurs. Ces connaissances sont fondamentales, notamment sur les thématiques ou sujets qui sont l'objet là de ce dialogue. On n'est pas uniquement dans les modalités de dialogue, mais on est aussi avec le socle de connaissances qu'il est nécessaire de développer avec les personnes qui sont amenées à négocier sur un sujet donné. Et troisième niveau qui est pour nous important, hein, il s'agit finalement de
de constituer un écosystème qui soit favorable à ce dialogue social. Hein. Alors, ça a été développé, hein, de ce que j'ai entendu sur un territoire, hein, avec des dispositifs type incubateur, observatoire, les CPRI, en tout cas, qui viennent soutenir et mettre en valeur, encourager hein, des pratiques innovantes, mais aussi au niveau de l'entreprise même, avec, là, sur quoi on souhaite insister, c'est sur le dialogue professionnel, hein, entre pairs, entre managers et managers, parce que finalement, le dialogue social repose aussi institutionnel repose aussi sur la bonne articulation avec des espaces de dialogue et des relations sociales qui se jouent finalement au quotidien et qui répondent aux préoccupations premières des salariés. Et en ce sens, voilà, vous le savez, le réseau Anactaract, en dehors des mécanismes de médiation à chaud hein, qui vont vous être présentés, tout à l'heure on parlait d'un réseau, développe aussi des outils pour développer en tout cas le droit d'expression directe et collective des salariés par ce qu'on appelle les espaces de discussion sur le travail, afin de pouvoir guider le débat au sein de l'entreprise, les discussions qui permettent de prendre des décisions concrètes sur la façon de mieux travailler. Donc ça, c'était le troisième levier. Et vous voyez qu'avec ces trois leviers, ce qu'on invite à faire, mais ce qui a déjà manifestement été fait tout au cours de cette matinée, c'est de réinterroger aussi la définition même de dialogue social. Et de notre point de vue, celle dans laquelle on se retrouve la plus aisément, c'est celle assez large que donne l'Organisation internationale du travail. Hein. C'est celle qui inclut tous les types de négociations, mais aussi de négociations ou simplement d'échanges d'informations entre des représentants qui soient des gouvernements ou des États, des travailleurs et des employeurs, et de leurs représentants, mais aussi des travailleurs plus directement, et dans le cadre de processus qui peuvent être informels ou institutionnalisés. Vous l'avez compris, en tout cas, nous, c'est la définition qui est la plus adaptée et qui est la plus à même, là pour conclure, de créer, de constituer ce terreau favorable qu'évoquait Monsieur Lemieux. Pour avoir un dialogue social et institutionnel de qualité, faut-il qu'il y ait des relations sociales au sein de l'entreprise qui soient de qualité. C'est en tout état de cause pour nous le terreau indispensable à ces négociations de qualité et finalement à réintroduire et à réenclencher des relations sociales et un dialogue social de qualité. Merci. Richard Abadi, directeur général de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On va retrouver tout de suite une de vos collaboratrices immédiates, Richard, ou une de vos collègues, coéquipières, Laurence Théry, qui est directrice de l'ARACT, Agence régionale des Hauts-de-France. Bonjour Laurence. Bonsoir même pour vous. Merci d'être avec nous, Laurence Théry. Pour nous présenter, juste avant, Richard Abadi évoquait un certain nombre de leviers, les trois leviers nécessaires et indispensables. Intéressons-nous maintenant, revenons aux outils. On en a vu dans la précédente table ronde autour de la médiation en particulier. Je voudrais que vous nous présentiez, vous, un dispositif nouveau, initié par l'ANACT, par le réseau des agences régionales, des ARACT, le dispositif A-Réseau. Oui, alors le dispositif A-Réseau, il n'est pas si nouveau que ça en fait. Il y a un peu moins de 30 ans que l'ANACT et le ministère du Travail se sont intéressés aux pratiques de médiation préventive pratiquées par le ministère du Travail québécois. Et à la suite d'une étude approfondie et de collaboration avec les médiateurs du ministère du Travail québécois, l'ANACT et le ministère du Travail ont construit une démarche d'appui au dialogue social
qui a été expérimenté dans différentes régions et qui aujourd'hui, depuis au moins 2014, est généralisé à toutes les régions, y compris d'outre-mer, en France. Et ce dispositif, aujourd'hui, il est donc porté et mis en œuvre par l'ANACT et son réseau, et porté par la DGT, le ministère du Travail, et les DRETS, les nouvelles DRETS en région. Il a une vocation, ce dispositif, c'est d'aider les acteurs de l'entreprise à améliorer la qualité de leurs relations sociales. Ça, c'est un point important. Et ça passe par un appui à la restauration de leur capacité à se parler du travail et à se parler du travail, de son organisation et du fonctionnement global de l'entreprise. Et ça passe aussi par la capacité à se considérer comme des acteurs légitimes pour discuter de ces enjeux de travail, de ces acteurs légitimes et aussi crédibles. Ça a été dit dans les précédentes tables rondes, les crises de confiance dans le cadre du dialogue social visent aussi à remettre en cause la légitimité des acteurs autour de la table. Et puis, une troisième vocation de ce dispositif, quand il est mis en œuvre dans les entreprises, c'est bien de générer des apprentissages pérennes qui permettent ensuite, une fois que les facilitateurs ne sont plus dans l'entreprise, de poursuivre selon un cadre méthodologique que les acteurs se sont appropriés, de poursuivre selon des modalités qui favorisent cette qualité du dialogue social. Alors, quand on parle de dialogue social avec Arezo, on a à la fois finalement en termes de contexte favorable pour déployer cette démarche en entreprise. On a 3 types de contextes, je dirais, oui, favorables. Les premiers contextes, c'est quand on a des enjeux pour améliorer la qualité des relations professionnelles. Donc là, on n'est plus dans le cadre du dialogue social institué. On est dans le cadre des relations entre l'encadrement, le management et les équipes. Et on a des situations de plus en plus nombreuses où le climat social global, l'ambiance sociale globalement est tendue. Ça a été rappelé, il y a de nombreux contextes de transformation qui génèrent des craintes, du désengagement, de la suspicion. Des ruptures aussi d'échanges et de communication entre les directions, le management et les équipes. Et ça, ce sont des situations finalement où on n'est pas dans un conflit ouvert, une grève, un conflit collectif ouvert, une grève, mais on est dans des tensions relationnelles, des conflits larvés à bas bruit et qui ont un impact délétère à la fois sur les conditions de travail, la santé des salariés et aussi la performance des entreprises. Ça, c'est un premier type de situation concernée par le dispositif Arezo. Le deuxième type de situation concernée, c'est là pour le coup dans le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, donc le CSE notamment. On est sollicité, le dispositif Arezo est sollicité quand il y a des problématiques de fonctionnement au sein des instances représentatives du personnel, soit à l'occasion de nouvelles élections, avec des renouvellements, et ça c'est des enjeux importants pour l'entreprise de pouvoir remettre à place ce qu'on attend, ce que les uns et les autres, ce que les parties prenantes attendent du CSE pour pouvoir non pas simplement répondre à une contrainte réglementaire, d'avoir un CSE, mais de le faire fonctionner selon des modalités qui sont intéressantes pour tout le monde. Donc le fonctionnement du CSE, c'est une des entrées possibles pour le dispositif Arezo. Une autre entrée possible, c'est à la suite d'une grève. Il est fréquent que dans les protocoles de fin de conflit, il puisse y avoir, surtout quand c'est les agents de l'inspection du travail qui sont en situation du règlement du conflit, que dans le protocole de fin de conflit, il soit proposé aux acteurs de l'entreprise
de pouvoir faire appel au dispositif à réseau pour reconstruire un dialogue qui a été extrêmement malmené, avec des ruptures importantes, voire de la violence aussi. Donc, voilà, dans cette perspective de reconstruire et d'éviter des crises en série, à réseau et un dispositif mobilisable dans ce contexte-là. S'agissant des IRP toujours, on peut être confronté à des IRP, un CSE qui fonctionne, mais formellement, sans véritablement construire les compromis utiles et construire aussi, investir les projets de l'entreprise du point de vue du travail, du point de vue de l'organisation. Et donc, quand on a un CSE comme ça qui est, je dirais, formel, à réseau peut contribuer en mettant autour de la table l'ensemble des IRP et de la direction à réfléchir aux enjeux, d'avoir un dialogue social un peu plus nourri et dynamique, compte tenu des enjeux qui attendent l'entreprise et aussi des besoins des salariés et de leurs représentants. Et puis on a une troisième entrée possible, là pour lequel Arezo est assez peu sollicité, mais qui existe dans l'offre, c'est quand on est en face d'un processus de négociation qui a un peu d'enjeu, même s'ils ont tous de l'enjeu, un processus de négociation qui va s'ouvrir et on a des raisons de craindre que les choses ne se déroulent pas totalement selon une efficacité et un relationnel attendu. Et donc, en amont des négociations et en désamorçage d'éléments périphériques qui pourraient venir polluer les enjeux de la négociation, Arezo propose également un accompagnement des parties pour construire cette négociation en amont. Et finalement, je terminerai là-dessus, qu'est-ce que les acteurs qui ont bénéficié d'un accompagnement finalement retiennent de ce temps-là? Quels sont les résultats qu'on peut observer et finalement ça donne quoi concrètement, Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les accompagnements donnent d'abord aux différentes parties une meilleure connaissance des contraintes mutuelles de chacun, et donc aussi une capacité à intégrer dans sa propre réflexion le point de vue de l'autre et à sortir du schéma binaire j'ai raison et tu as tort, pour prendre finalement la mesure du fait que le réel est plus complexe que cette binarité, et que entre ma position et ta position, il y a peut-être une troisième possibilité qui pourrait nous satisfaire tous les deux. Donc ça, c'est ce que disent les participants après coup, parce que le dispositif a intégré une évaluation a posteriori, donc ce qui me permet de vous rendre compte un peu des éléments de résultats observés. Autre résultat observé, c'est l'apprentissage d'un cadre méthodologique que les acteurs vont se réapproprier une fois qu'on est parti. Les intervenants d'Arezo, ce sont des intervenants expérimentés qui interviennent toujours en binôme et qui co-construisent avec les acteurs de l'entreprise un cadre et des règles communes qu'ils vont tenir pendant toute la durée de la démarche. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que ce cadre qui est co-construit avec les acteurs, il n'est pas imposé. Par des techniques et des outils, ils construisent et ils se mettent d'accord sur un cadre de fonctionnement de la démarche. Et bien ensuite, ils vont se l'approprier et l'utiliser dans le fonctionnement de leur CSE, dans les négociations. Vous pouvez aller voir sur le site de l'ANACT un film qui relate une intervention dans un gros centre d'appel après une grève très, très violente,
Et vous verrez que la direction comme les syndicats disent comment ils se sont appropriés ces règles dans leur fonctionnement et avec succès, puisque en l'occurrence dans cette entreprise, ils ont pu réenclencher des processus de négociation de NAO et sur d'autres sujets en s'appuyant sur ces règles co-construites. Voilà, je me suis pas étendue sur la posture finalement de ce tiers facilitateur, mais je pourrais y revenir si vous avez des questions. Merci Laurence, merci beaucoup. Laurence Théry, directrice de l'ARACT Hauts-de-France. Retour ici en Guadeloupe. Mylène Doulos, vous êtes vous aussi inspectrice du travail. Ce dialogue et cette nécessité de réamorcer le dialogue, c'est également une préoccupation à l'inspection du travail. Oui, absolument. C'est, comme l'a rappelé Mme Bienvenue, c'est une des missions de l'inspecteur du travail. Il est aussi, on retrouve aussi cet inspecteur, cette même posture au sein justement de ce dispositif à réseau. Et avec l'ARACT, cette posture est complémentaire dans ce dispositif. Alors concrètement, présentez-nous un petit peu ce dispositif, comment ça fonctionne, comment ça s'organise et d'abord qui vous sollicite? Alors, comme vient de le dire Mme Théry, c'est un dispositif qui est piloté par l'ARACT et la DGT, la Direction du Travail. Et nous fonctionnons en binôme ici en Guadeloupe. Donc, je fonctionne moi avec Monsieur Gob, directeur de l'ARACT Guadeloupe. Et nous intervenons soit par signalement de l'inspecteur du travail qui est présent dans l'entreprise et qui peut sentir qu'il y a une nécessité d'aider les acteurs de l'entreprise. Donc ça peut être l'inspecteur du travail, ça peut être un tiers et ça peut être les représentants du personnel de l'entreprise également. Et donc comment s'organise votre action, votre mission? Alors concrètement, il est bon, d'après les tables rondes précédentes, d'indiquer qu'à réseau, justement, intervient au bon moment, si je peux m'exprimer ainsi. On n'intervient pas quand le conflit a déjà éclaté. On intervient en amont, quand il y a déjà des petites tensions. Donc on s'inscrit dans une logique préventive déjà. Ensuite, on peut intervenir aussi dans une logique curative, c'est-à-dire après une grève. Et en troisième lieu, pour instaurer justement le dialogue retrouvé, là aussi, on peut agir et accompagner. Donc c'était très important de signaler le moment où agit à réseau, parce qu'on ne va pas s'intéresser au sujet des conflits. On va s'intéresser justement à comment on va se parler justement, comment on va rétablir le dialogue. On va s'attacher vraiment à cet aspect-là et non pas au sujet. Cet aspect-là, le sujet justement est laissé à d'autres dispositifs tels que le duo de médiateurs et l'inspecteur du travail qui font ça très bien. Et à réseau se veut vraiment d'agir en amont, ensuite instaurer le dialogue après un conflit et tenter de le maintenir. Vous parliez du binôme, fantastique binôme que vous constituez avec Rosaire Gob. Il y en a beaucoup en Guadeloupe. On a vu tout à l'heure pour les binômes de médiateurs, qu'il y en avait une dizaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est pareil, il n'y a pas que vous deux pour tout l'archipel, je veux dire. On est une dizaine de binômes, surtout toute la région. D'accord. Et déjà, beaucoup d'interventions, puisque Laurence le rappelait tout à l'heure, c'est un dispositif qui existe depuis déjà quelques décennies. Il existe depuis des décennies, mais malgré tout, il reste un petit peu inconnu. Donc c'est pour ça qu'on fait le travail avec Rosaire pour se montrer, se faire connaître et porter un peu le dispositif auprès des acteurs, auprès de toutes les entreprises de Guadeloupe. Donc c'est vrai qu'en termes d'intervention, on n'en a pas beaucoup. Enfin, depuis que je suis dans le binôme, j'en ai pas connu beaucoup. Mais le travail est efficace. Il est apprécié
et il est efficace. Merci Mylène. On arrive bientôt au terme de ce séminaire. Rosa Ergob, vous êtes donc le directeur de l'ARACT Guadeloupe, acteur donc avec Mylène de ce dispositif à réseau, acteur de beaucoup d'autres dispositifs également, mais singulièrement de celui-ci. Le constat est partagé sur la nécessité de réamorcer le dialogue, mais également la difficulté souvent de relancer la machine du dialogue. Bonjour à tous et à toutes. Alors, en complément, avant de répondre à votre question, par rapport à ce que vient de préciser Mylène, c'est indiqué que même lorsque l'inspecteur du travail intervient dans le cadre du binôme, ce n'est pas l'inspecteur qui a en charge l'entreprise, pour bien distinguer les rôles. Vous avez un inspecteur qui a une mission de contrôle, qui est là pour vérifier que le droit du travail est bien appliqué. Et ensuite, lorsqu'il y a nécessité d'intervenir dans le cadre d'un réseau, c'est un autre inspecteur qui s'attache à réaliser l'intervention, puisque l'objectif du dispositif à réseau n'est pas d'aller régler des questions techniques, mais c'est déjà de s'assurer des conditions pour que la résolution de ces difficultés techniques qui peuvent être relevées soit assurée. Et on sait très bien que la qualité des relations qui sont nouées en interne dans les entreprises, quelque part, cette qualité-là peut hypothéquer la résolution des difficultés. Donc c'est l'objet même de l'intervention à réseau. Donc traiter des relations détériorées, intervenir à ce niveau-là pour faire en sorte que les conditions soient réunies et que les acteurs soient à même de régler les dysfonctionnements, les contrariétés qui peuvent être observées et qui sont la cause de conflits. Je crois que c'est important de préciser cela. Mylène Dulos évoquait à l'instant la nécessité de faire un peu plus de communication, de promouvoir un peu ce dispositif, sans doute d'ailleurs les autres également, celui des médiateurs par exemple, ou tous ces dispositifs d'aide au dialogue. On a reçu depuis le début de la matinée un certain nombre de représentants de confédérations syndicales. Est-ce que les syndicats d'employeurs, est-ce que les organisations patronales sont elles aussi demandeuses et accueillent avec intérêt ces dispositifs? Est-ce qu'elles participent? Parce que c'est aussi par là que va pouvoir se faire la promotion et la communication. Alors, il faut dire que nous, au niveau de la Guadeloupe, on a initié ce travail à partir de 2020, puisqu'il y a une formation qui est obligatoire, donc tout un process, donc on ne peut pas comme ça se réveiller d'un jour au lendemain de dire qu'on va faire de la réseau. Donc il y a un dispositif, il y a tout un cheminement, il y a tout un processus. Donc nous bénéficions pour cela de l'expérience du réseau qui intervient depuis déjà près d'une décennie sur ces questions-là. Donc ça c'est le premier point. Deuxième élément, c'est qu'il faut rappeler que l'ARAC est une institution paritaire, au sein de laquelle vous avez la représentation des syndicats de salariés, et en tous les cas, à l'échelle du réseau, nous sommes une ARAC assez particulière, dans la mesure où nous avons 12 organisations représentées au sein de nos instances. Donc 6 organisations d'employeurs et 6 organisations de salariés. Donc à travers ces institutions, nous faisons déjà passer le message. Il y a un travail de communication qui a été initié au lendemain du premier confinement. Nous avons adressé un ensemble de documents aux grosses entreprises. Les organisations de salariés en ont également été destinataires. Donc il y a tout un travail qui a été fait, et nous travaillons également en lien très étroit avec le pôle T de l'inspection du travail de la dette, qui relève, et ça c'est important, les inspecteurs peuvent intervenir dans des entreprises et finalement relever que le problème qui se pose n'est pas un problème uniquement juridique. Quand l'inspecteur a fait le tour de la question de l'application des textes, on voit bien qu'il y a autre chose qui coince. Et c'est dans ce cadre-là que le dispositif à réseau peut s'avérer comme étant un outil pertinent pour accompagner les entreprises. Et donc, par le biais des inspecteurs du travail, nous recevons des données concernant des entreprises dans lesquelles il pourrait être intéressant d'avoir un appui, puisque la problématique qui se pose déborde largement les questions juridiques. Alors il y a ce dispositif à réseau, il y a d'autres outils que vous souhaiteriez évoquer? Alors,
pas forcément en tant qu'outil, mais reprendre un peu ce que disait Alain Morin lors de, je crois, la première table. Il donnait la définition de l'OIT du dialogue social. Et si on s'en tient à cette définition, on voit bien que le dialogue social, c'est quelque chose qui est relativement large. Il ne s'agit pas uniquement des temps institués de négociation entre organisations syndicales et employeurs, c'est dans le quotidien, et toutes les interventions depuis le début de ce webinaire le montrent. C'est un travail en continu, et pour ça, pratiquer le dialogue social, c'est agir à différents niveaux, c'est déjà dans la collaboration au quotidien dans les entreprises, donc comment les managers, comment les dirigeants procèdent, avec quoi, à partir de quoi, quelles considérations que l'on accorde aux salariés qui interviennent dans les entreprises, quelles sont les marques d'attention, les marques d'implication, quel est le travail qui est fait en termes d'information, puisque le dialogue social démarre d'abord sur la circulation de l'information. Dans beaucoup de structures, vous avez parfois, il n'y a même pas de réunion. Donc, c'est comment outiller aussi les entreprises depuis la circulation de l'information jusqu'à la négociation d'accords. Donc, c'est tout un ensemble de processus sur lesquels nous sommes à même d'intervenir pour accompagner les entreprises. Et c'est ce que nous faisons maintenant depuis presque 12 ans. Puisque lorsqu'on va en entreprise et qu'on aide à traiter, à résoudre des difficultés qui sont posées, à partager un diagnostic en commun, qu'on soit salarié, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit manager, on travaille aussi à la confortation du dialogue social. Rosaire, comme on arrive au terme, je le disais, de ce webinaire, on va pouvoir conclure en quelque sorte les travaux et les échanges que nous avons eus depuis le début de cette matinée, tous ces échanges centrés donc sur à la fois la réalité, j'ai envie de dire, des conflits et de la conflictualité au travail, mais également sur l'importance du dialogue et de la médiation. Alors, si on peut tenter de résumer, parce qu'on a dit plein de choses depuis le début de ce webinaire, c'est qu'il y a un constat, c'est qu'on a le sentiment que finalement la question des conflits est presque une seconde nature au niveau de la Guadeloupe, qu'on serait en permanence en conflit. Et finalement, les premiers éléments qui ont été proposés par la dette à travers les statistiques le montrent, les conflits en nombre sont plutôt en diminution. Maintenant, dans la façon d'apprécier le conflit, on a des avis qui ne sont pas forcément les mêmes dans les tenants et les aboutissants de ces conflits. La question de la situation, du contexte économique et social a été évoquée par les organisations. Les pratiques aussi en matière de management, quelle attention que l'on accorde, en quoi on entend ou pas ce qui se dit au niveau des entreprises. Un autre point a été évoqué en termes de difficultés qui peut aussi expliquer les conflits, notamment dans leur durée, c'est la question de l'éloignement des centres de décision, et notamment par le fait de l'organisation des entreprises qui soit où le centre de décision ne soit pas forcément implanté localement. Et on a vu que là, c'était pas une spécificité de la Guadeloupe, puisque cette question a été également évoquée par Monsieur Lemieux au niveau du Québec. Donc la dimension économique et finalement la configuration du capitalisme et de l'organisation de nos entreprises impacte aussi sur les perceptions que peuvent avoir notamment les organisations syndicales de salariés sur l'efficience du dialogue social. Un autre élément qui est revenu à plusieurs reprises, c'est la question du rapport de force. Le rapport de force comme étant une façon d'aboutir à un résultat dans le cadre du conflit. Donc, on le comprend bien, mais dans le rapport de force, c'est satisfaire une partie qui tente d'imposer son point de vue à l'autre. Et finalement, c'est la question du long terme. Dans quelle mesure les décisions qui sont plus ou moins imposées par ces logiques de rapport de force peuvent être pérennes. En quoi ces solutions peuvent être pérennes. On a évoqué également, je reprends le terme, une guerre entre les parties.
Une autre difficulté a été également évoquée, c'est celle tenant au cadre réglementaire, et notamment avec les dernières ordonnances, avec la mise en place du CSE, donc le sentiment de manquer là aussi à la fois de moyens humains et de temps pour pouvoir négocier concrètement. Un autre point évoqué dans les difficultés concernant les conflits, je dirais, c'est la conception même qu'on se fait de l'entreprise. Et on l'a évoqué notamment dans les petites, mais pas que, c'est le sentiment qu'une entreprise appartiendrait seulement aux dirigeants. Donc c'est comment on dépasse aussi cette perception, comment on intègre le fait que le dirigeant il apporte de l'investissement, il apporte son capital, et que les entreprises les salariés concourent également à la création de la valeur ajoutée. Donc comment on prend en compte cet aspect-là, notamment en termes de marque de reconnaissance, puisque ça a été évoqué aussi lors des interventions. En termes de levier, une nécessité aussi d'accompagner au niveau des compétences. Donc comment on forme, comment on comprend mieux les questions juridiques et les outils qui sont mis à disposition pour traiter de la question des conflits. La table 2 a traité de la question des limites et des vertus. Finalement, est-ce que les conflits auraient une vertu? Est-ce que ce serait finalement bien finalement de faire grève entre autres? Là aussi, une perception qui peut être différente selon qu'on soit chef d'entreprise, organisation syndicale de salariés ou chercheur. Donc pour les chercheurs, le conflit fait partie quelque part de la normalité du fonctionnement d'une entreprise. Donc il ne s'agit pas forcément d'éviter, mais de traiter et voire de traiter suffisamment en amont pour traiter mieux à travers les différents outils et les différents protocoles qui peuvent exister. Au niveau des chefs d'entreprise, c'est d'abord la perception du coût. Finalement, le conflit présente d'abord un coût économique, puisqu'il y a l'arrêt en termes de fonctionnement de l'entreprise, un coût social aussi, parce qu'il faut gérer l'après-conflit, il faut reconstruire les collectifs. Voilà quelques éléments en termes de lignes de force qui ont pu être traités. Autre point important, c'est que le conflit, d'abord perçu comme étant un échec. Ça a été dit à 2 reprises par les représentants des chefs d'entreprise. Le fait qu'il y ait un conflit, c'est parce qu'il y a eu un échec à la base, qu'il y a eu un dialogue absent, un dialogue résultant peut-être aussi du rapport de force dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en tous les cas, ce coût n'est pas forcément supportable par tout le monde, et notamment par les petites entreprises qui peuvent en payer les frais à travers leur disparition. Pour autant, des outils existent. Le Code du travail en est un, le cadre réglementaire, l'appui apporté par les inspecteurs du travail peuvent être autant de leviers pour travailler et traiter de la question du conflit. Il faut également intégrer la dimension émotionnelle, parce qu'un conflit, c'est une situation de tension, et cette émotion est aussi à prendre en compte pour mieux comprendre et résoudre les conflits, puisqu'en partie, l'émotion, si je reprends les termes des interventions, peut quelque part paralyser la capacité à rationaliser, à appréhender de façon méthodique cette question-là. Voilà globalement ce qui a été dit, sachant que les situations peuvent être différentes, qu'on soit dans le public ou dans le privé, et entre autres dans les collectivités territoriales. Monsieur Galvani l'a bien expliqué. Donc vous avez un cadre qui est posé depuis 1984. Pour autant, dans son organisation, dans sa structuration, les collectivités, au moins pour les partis dirigeants, n'est pas forcément prête, donc au niveau de ces collectivités, pas forcément prête, alors que du point de vue des salariés, il y a une organisation qui commençait à se structurer, qui s'est approfondie et qui depuis les années 87 et suivantes ont pu permettre de poser des revendications et de créer, je cite, une forme de fronde au niveau de ces personnels. Donc il y a tout le travail de comment on fait pour régler, comment on apprend à dialoguer, et c'est là que viennent des outils comme la médiation, comme la négociation, qui ont été évoqués dans les tables suivantes, à réseau entre autres.
Voilà pour faire synthétique, sans rentrer dans le détail des autres outils qui ont été ensuite proposés. Et nous avons ainsi pu partager l'expérience des autres intervenants, donc que ce soit l'ARAC Martinique, pour son expérience de près de 20 ans au niveau de la médiation, l'ARAC Hauts-de-France au niveau d'Arizo, nos partenaires, donc l'Observatoire social international, et du syndicat, donc des travailleurs et travailleuses Fédération du des Québec. travailleurs et travailleuses Voilà. du Québec. Voilà. Nos amis de la belle province. Merci. Rosergom, c'est ainsi que s'achève ce webinaire. Nous sommes ensemble depuis bientôt 4 heures. Merci à tous les intervenants, ceux qui étaient ici, mais également, et Roser le rappelait à l'instant, ceux qui étaient ailleurs, un peu plus loin, que ce soit ailleurs en Guadeloupe ou en Martinique ou dans l'Hexagone ou donc au Québec. Merci à tous d'avoir suivi et participé à ce webinaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle rencontre. Une grande partie des documents et des informations qui vous ont été présentés aujourd'hui, vous pourrez les retrouver dans quelques jours sur le site de l'ARACT où ils seront mis en ligne et accessibles. Merci encore, très belle journée, après-midi ou soirée à tous. Soyez prudents, prenez soin de vous et avec un petit peu d'avance, joyeuses fêtes.